Pendant des décennies, Richard Carpenter a préféré le silence aux explications. Non pas que la vérité fût obscure, mais parce qu'il était trop douloureux de la dire à voix haute. À un âge où la plupart des gens se remémorent le passé avec fierté, il le fait désormais avec des phrases inachevées, des questions sans réponse et une sœur dont la voix s'est éteinte bien trop tôt. Ceci n'est pas une histoire de célébrité, de nostalgie ou de tube. Il s'agit de ce que Richard Carpenter admet aujourd'hui avoir dû dire depuis longtemps, la dynamique familiale qui a tout façonné. Karen Carpenter est née le 2 mars 1950 à New Haven, dans le Connecticut, au sein d'une famille où la musique était non seulement encouragée, mais aussi hiérarchisée. Dès le départ, un ordre d'importance était clairement établi, et Karen n'y occupait pas la première place. Son frère aîné, Richard, né le 15 octobre 1946, fut rapidement identifié comme l'enfant prodige. Il montra très tôt des dons pour le piano et l'accordéon, assimila le solfège avec aisance et fit preuve d'un sérieux qui impressionnait les adultes. Les conversations familiales, les attentes et les éloges tournaient autour de lui. Richard était l'avenir. Richard était le talent. Karen, en revanche, était une observatrice discrète. Elle avait grandi entourée de sons, mais sans être constamment sous les feux des projecteurs. Son père, Harold, possédait une vaste collection de disques qui emplissait la maison de jazz, de musique classique et de tubes de l'époque. Karen écoutait sans cesse, s'imprégnant des harmonies et des phrasés bien avant d'en comprendre le mécanisme. Mais l'écoute était un rôle passif, ce qui convenait à la structure familiale. Personne ne s'est empressé de développer ses intérêts. Personne n'a perçu le potentiel de sa curiosité. Elle a appris très tôt que sa place était secondaire, que son rôle était de soutenir, non de diriger. Leur mère, Agnes Carpenter, a renforcé cette hiérarchie par sa constance et son contrôle. Elle était profondément investie dans la réussite de Richard et ouvertement critique envers Karen. Le déséquilibre était flagrant. Si Richard était contrarié, c'était Karen qui était blâmée. Si Karen réussissait, surtout d'une manière qui remettait en cause la position de Richard, elle était reprise en main ou congédiée. Même des moments qui auraient dû être de simples victoires d'enfance avaient des conséquences. Lorsque Karen surpassa Richard lors d'un match de baseball de quartier et fut choisie à sa place, Agnes réagit avec colère plutôt qu'avec fierté. Le message était clair, la réussite n'était acceptable que si elle ne menaçait pas l'ordre établi. En juin 1963, alors que Karen n'avait que 13 ans, la famille quitta le Connecticut pour s'installer à Downey, en Californie. Le déménagement était présenté comme nécessaire, mais son objectif était limité. Il visait la carrière de Richard. La Californie signifiait la proximité des studios, des musiciens et des opportunités. La vie de Karen, quant à elle, était considérée comme mobile, adaptable, jetable. Elle a laissé derrière elle ses amis, ses habitudes et toute forme de stabilité sans qu'on lui demande son avis. À Downey, Richard commença à jouer dans des clubs presque aussitôt, allant jusqu'à mentir sur son âge pour décrocher des contrats. Ses ambitions étaient soutenues. Karen, de son côté, observait, s'adaptant à ce nouvel environnement, mais restant émotionnellement distante. Le rôle de Harold Carpenter dans cette situation se caractérisait par son absence plutôt que par sa cruauté. Il aimait la musique et ses enfants, mais il fuyait les confrontations. Né en Chine de parents missionnaires, il était doux et discret, préférant l'harmonie au conflit. Quand Agnès prenait les décisions à son compte, il ne s'y opposait pas. Lorsque Karen montra plus tard des signes de détresse, de repli sur soi, de changements physiques et de souffrances psychologiques, il n'insista pas. Il n'a pas remis en question les habitudes familiales. Son silence, bien que non malveillant, a permis à ce déséquilibre de se pérenniser. Ce climat familial n'a pas engendré de tragédie immédiate, mais un mal plus insidieux et destructeur. Karen a appris que l'approbation était conditionnelle, que la visibilité comportait des risques et que prendre la parole offrait rarement une protection. Elle apprit à se faire discrète, à rester aimable, à disparaître au besoin.
Bien avant que le public n'entende sa voix, Karen Carpenter avait déjà intégré l'idée que ses besoins importaient peu. Cette leçon, assimilée silencieusement au fil des années, la suivrait jusqu'à l'âge adulte et façonnerait tout ce qui allait suivre. La batterie était sa voix avant même qu'on lui permette de parler. Karen Carpenter n'a pas découvert la musique par désir d'attention, mais par besoin d'appartenance. Au lycée de Downey, elle a rejoint l'orchestre pour une raison simple: éviter les cours d'EPS. On lui a d'abord donné un glockenspiel, un instrument qu'elle a immédiatement détesté. Elle trouvait cela superficiel, sans intérêt et sans âme. Mais lorsqu'elle vit un autre élève jouer de la batterie, quelque chose changea. La batterie était puissante, physique, impossible à ignorer. Pour la première fois, Karen se sentit attirée par quelque chose qui ne lui demandait pas le silence. Elle supplia de changer d'instrument, et une fois qu'elle le fit, son engagement frôla l'obsession. Ses parents acceptèrent de lui acheter une batterie Ludwig pour 300 $, une somme considérable à l'époque. Karen s'entraînait sans relâche jusqu'à ce que ses doigts saignent. Sa mère gardait des pansements à portée de main, car les blessures étaient constantes. En moins d'1 an, Karen maîtrisait des rythmes de jazz complexes que la plupart des débutants n'osaient même pas aborder. Elle répétait quotidiennement des paradiddlelés, des triolets et des rythmes de marche. Elle étudia auprès du professeur de jazz Bill Douglas et s'imprégna de tout ce qu'elle pouvait. Richard dira plus tard qu'elle semblait être née dans une usine de batterie. En 1965, alors que Karen n'avait que 15 ans, Richard forma le Richard Carpenter Trio. Karen jouait de la batterie. Elle ne chantait pas. Le groupe était atypique. Pas de chanteur principal, un tuba faisant office de basse et des arrangements instrumentaux prédominants. Contre toute attente, ils remportèrent le concours de groupes musicaux du Hollywood Bowl en juin 1966, un événement prestigieux jugé par des professionnels de l'industrie. Cette victoire leur valut un contrat avec RCA Records. Mais RCA ne sut que faire d'eux. Leurs enregistrements furent mis de côté, jamais publiés, et le groupe fut discrètement lâché. Ce qu'ils perdirent à ce moment-là, ce ne fut pas seulement un contrat, c'est la reconnaissance. Karen était déjà devenue une batteuse exceptionnelle, remportant peu après le prix John Phillips Sousa Band Award. Pourtant, même au sein de son propre groupe, l'attention restait centrée sur les arrangements de Richard. Le talent de Karen était indéniable, mais demeurait en partie invisible. La batterie n'était pas un simple tremplin pour Karen, elle était son identité. Derrière sa batterie, elle se sentait protégée. C'était le seul endroit où elle n'avait pas besoin d'autorisation pour exister. Cette protection ne durerait pas. Le succès lui ôterait ce refuge. Lorsque Herb Alpert signa Karen et Richard chez 2AM Records en avril 1969, tout s'accéléra à un rythme qu'aucun d'eux n'avait jamais connu. Des maquettes enregistrées dans un garage ont débouché sur des sessions en studio, des singles et une notoriété soudaine. Karen était toujours derrière sa batterie, chantant tout en jouant, une prouesse que peu d'artistes pouvaient réaliser avec un tel niveau de maîtrise et de musicalité. Mais un problème se posait, que l'industrie ne pouvait ignorer. Le public se plaignait de ne pas la voir. Mesurant 1,63 mètres, assise derrière une imposante batterie, elle était invisible. Les dirigeants n'ont pas présenté cela comme un souci pour le confort ou le talent artistique de Karen, mais comme une question de marketing. La décision a été présentée comme pratique, presque anodine. Karen serait déplacée sur le devant de la scène et un batteur de tournée serait engagé. L'attention se serait accrue. Ce qui n'a jamais été reconnu, c'est ce que cela représentait pour Karen personnellement. La batterie n'était pas une simple passade pour elle. C'était un refuge où son anxiété s'apaisait, où elle n'avait pas à affronter directement la foule, où son corps et son esprit étaient en harmonie. La lui retirer n'était pas un simple ajustement. C'était une rupture. Au début des années 1970, Karen ne jouait plus régulièrement de la batterie sur scène.
Cubby O'Brien prit sa place. Seule au centre de la scène, exposée, Karen devait sourire, créer une connexion avec le public et offrir une performance parfaite soir après soir. Elle s'exécuta. Professionnellement, la stratégie fut payante. Des titres comme Close to You, We've Only Just Begun et Top of the World dominèrent les ondes. Les prix ont suivi, les Grammy aussi. Les Carpenters sont devenus l'un des groupes les plus populaires de la décennie. Mais intérieurement, quelque chose d'autre se tramait. L'anxiété de Karen s'intensifiait. La pression de maintenir une image irréprochable devenait de plus en plus forte à mesure que les projecteurs se braquaient sur elle. Derrière sa batterie, elle se sentait appartenir à quelque chose. Devant le micro, elle se sentait observée, jugée, scrutée. Ce changement a coïncidé avec les premiers signes visibles de son trouble alimentaire. La volonté de contrôler son corps est devenue un substitut au contrôle de sa vie. Paradoxalement, tandis que son identité publique se consolidait, son estime de soi intime commençait à s'effriter. L'industrie célébrait sa voix tout en démantelant discrètement les fondements qui lui permettaient d'exister. Les rumeurs allaient bon train et personne ne les arrêtait. Au milieu des années 1970, le succès des Carpenters était indéniable. Mais le déclin physique de Karen Carpenters l'était tout autant. Le public, qui avait grandi avec sa voix, commença à remarquer des changements qu'on ne pouvait expliquer ni par l'éclairage ni par les costumes. Elle paraissait plus mince à chaque tournée, plus fragile à chaque apparition télévisée. Les fans murmuraient, les journalistes spéculaient, des photos circulaient. Pourtant, le débat restait superficiel, centré sur l'apparence plutôt que sur les causes. À cette époque, les troubles alimentaires étaient rarement abordés publiquement, surtout dans le milieu du spectacle. L'anorexie mentale était mal comprise, souvent considérée comme de la vanité ou un régime extrême plutôt que comme une maladie potentiellement mortelle. L'état de santé de Karen n'a pas été considéré comme une urgence médicale, mais comme un simple désagrément à gérer discrètement. Lorsque les Carpenters ont annulé leur tournée de 1975 en raison de la santé fragile de Karen, les explications étaient vagues. Aucune vérité claire n'a été donnée et aucune mesure concrète n'a été prise. Au sein de la famille, le silence régnait, empreint de confusion et de déni. Richard a admis plus tard qu'il ne comprenait tout simplement pas ce qui se passait. Il n'y avait aucune ressource établie, aucun débat public, aucun plan de traitement clair. Leur mère, Agnès, restait autoritaire mais distante émotionnellement, plus soucieuse des apparences que d'affronter la réalité. Leur père, Harold, restait passif, incapable ou refusant de les inciter à demander de l'aide professionnelle. Karen minimisait son état, continuant à se produire malgré la dégradation de sa santé. À la fin des années 1970, la pression s'intensifia. Richard, aux prises avec ses propres problèmes de santé, devint dépendant aux somnifères et finit par entrer en cure de désintoxication. Durant cette période, Karen se retrouva émotionnellement vulnérable. Sans le cadre structuré sur lequel elle s'appuyait, sa maladie s'est aggravée. Ce qui n'était au départ que rumeur est devenu une vérité incontestable pour ses proches. Pourtant, publiquement, rien n'a changé. La musique a continué. Les sourires sont restés. Les rumeurs se sont intensifiées, mais elles sont restées sans réponse. On louait Karen pour sa discipline, son professionnalisme, sa force de caractère. Personne ne s'est demandé si l'endurance ne la détruisait pas. Des années plus tard, Richard reconnaîtrait que ce silence collectif avait un prix terrible. Les signes étaient visibles. L'inquiétude était palpable. Mais sans compréhension, sans intervention et sans dialogue sincère, Karen a été livrée à elle-même dans un combat qu'elle ne pouvait gagner, ce que Richard Carpenter a finalement admis à voix haute. Pendant de nombreuses années après la mort de Karen Carpenter en février 1983, Richard Carpenter a évité de parler directement des rumeurs qui entouraient sa sœur. Lorsqu'il s'exprimait, c'était avec prudence, souvent en abordant la musique plutôt que la maladie.
Mais avec le temps, son point de vue a évolué. Dans des interviews ultérieures, notamment à l'approche de ses 70 ans, Richard a commencé à aborder des sujets restés longtemps tus. Il a confirmé que le combat de Karen contre l'anorexie mentale était bien plus grave que ce que le public avait pu imaginer à l'époque. Rétrospectivement, Richard a reconnu que dans les années 1970, cette maladie était à peine diagnostiquée. Il n'existait aucun langage commun pour le décrire, aucune compréhension publique et quasiment aucun système de soutien efficace au sein de l'industrie musicale. Il a admis qu'ils ignoraient tout simplement à quoi ils avaient affaire, non par indifférence, mais parce que les outils nécessaires pour le comprendre n'existaient pas encore. Richard a également abordé le rôle de la pression, non pas comme une cause unique, mais comme une accumulation. Les attentes liées à l'apparence de Karen, l'exigence de perfection, le rythme effréné des tournées et des enregistrements, l'attention portée à son physique plutôt qu'à son talent. Il a clairement indiqué que sa maladie n'était pas le résultat d'une seule personne ou d'une seule décision, mais la convergence de dynamiques familiales, des exigences de l'industrie musicale et d'une vulnérabilité personnelle. Ce qui ressort le plus des réflexions ultérieures de Richard, c'est le regret, non pas exprimé comme un reproche, mais comme une perte. Il a décrit Karen comme ayant été réduite au silence bien trop tôt, insistant non seulement sur la vie qui s'est éteinte, mais aussi sur la voix qui a été arrachée avant d'avoir pu pleinement s'épanouir. Il a affirmé qu'une voix comme la sienne n'apparaît qu'une fois tous les quelques générations, et que si elle avait vécu, elle aurait continué à enregistrer jusqu'à un âge avancé. Richard a également reconnu ses propres limites à cette époque. Son obsession pour les arrangements, la structure et la production, son incapacité à voir à quel point sa sœur se dégradait en coulisses. Confronté aux rumeurs sur le tort, il ne les a pas niées. Il les a éclaircies. Il a confirmé que la vérité était plus sombre, plus complexe et plus douloureuse que tout ce que les spéculations laissaient entendre. Karen Carpenter n'est pas morte parce qu'elle voulait être mince. Elle est morte submergée par des forces qui la dépassaient, à une époque où l'on ignorait comment l'aider à y survivre. Et pour Richard Carpenter, reconnaître cette vérité est devenu essentiel pour préserver son héritage, non pas comme un mythe, mais comme un être humain. Aujourd'hui, quand vous vous souvenez de Karen Carpenter pour sa voix ou pour le silence qui l'a suivi, pensez-vous que le monde l'aurait traité différemment si cette histoire avait été connue plus tôt? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour que nous puissions continuer à faire entendre les voix qui ont compté.